Vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous avez raison, vous souhaitez acheter un bien ou le vendre, mais vous avez besoin d'éclairage, de conseils sur l'évolution des prix, l'évolution des taux, les conditions d'emprunt. C'est justement la promesse de cette émission, comment réussir votre projet immobilier à Paris et en Ile-de-France. Figaro Immo, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Figaro Immo, une émission grand format. On va faire un tour d'horizon sur l'activité des marchés, à la fois du neuf, de l'ancien et du prestige, à Paris et en Ile-de-France avec ce thème « Comment réussir son projet immobilier ?» C'est une belle promesse. 3 parties dans cette émission, très simplement. Le bilan des 6 premiers mois de 2025. Ensuite, on verra les enjeux, les perspectives du second semestre et puis les conseils pratiques. 3 experts, 3 parties, 3 experts autour de la table qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Maître Olivier Clermont, bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole des notaires du Grand Paris et vous avez, il y a quelques jours, fait votre conférence de presse. Justement, on aura des indicateurs très intéressants sur ce marché de l'immobilier ancien à Paris. Sandrine Alonier, bonjour. Bonjour Olivier. Sandrine, porte-parole de Vous Financer, spécialiste des crédits, des taux d'intérêt, mais on va dire de l'immobilier au sens large. Bruno Alluin, bonjour. Bonjour Olivier. Co-président de la FPI Île-de-France, la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France, et vous êtes à la tête de Dream. Tout à fait. Sur la promotion immobilière. Alors avant de démarrer l'émission, tous les 3, peut-être on est dans une période, on parle beaucoup de sport, on parle de Roland-Garros, la Ligue des Champions. Comment vous pourriez qualifier les 6 premiers mois de cette année 2025 sur le front de l'activité immobilière? Sandrine. Alors, donc, s'il faut faire une analogie sportive, je dirais que voilà, on a un début d'année qui a été dans les starting blocks, mais finalement avec des petites phases quand même d'essoufflement. Voilà, la performance n'a pas été au niveau attendu, mais elle reste quand même pour l'instant sur ce premier semestre tout à fait honorable puisqu'on compare par rapport à l'année dernière. Donc oui, là, on est sur évidemment des très bons chiffres, des très bonnes performances, mais l'année 2025 a priori ne sera pas historique, en tout cas du point de vue de la production de crédit. Donc pour vous, c'est honorable. Tout à fait. Maître. Alors nous, on a les 5 premiers mois, parce qu'aujourd'hui, oui, on est sur les 5 premiers mois, et puis le dernier mois, un petit mois de mai quand même. Oui. Hein. Donc on peut dire que le premier trimestre, en tous les cas, repart, les volumes repartent, ça on est très content de tout ça. Donc un frémissement, donc un bon début d'année 2025 par rapport à 2024. Cependant, on est encore en dessous des volumes de 2023. Voilà, ça c'est donc et pour une connotation sportive, là, un petit peu comme Sandrine, non? Alors, en termes de sport, je sais pas trop. Là, j'ai pas de référence là-dessus. Je dirais un bon départ. Ne doit pas s'essouffler effectivement parce que frémissement, mais attendons de voir un peu ce qui va se passer dans les prochains mois. On va voir ça justement. Donc honorable, bon départ, frémissement, Bruno. Je partage complètement l'avis de nos 2 invités. C'est un bon début d'année avec un dynamisme des ventes sur la partie premier trimestre et puis après, effectivement, une forme d'essoufflement lié probablement à la séquence vacances, mois de mai. Donc les gens avaient la tête ailleurs. Et puis, donc sur le neuf, le début d'année, en termes de nombre de ventes, de réservations et de mise en vente, est un trimestre qui n'est pas très bon par rapport à l'année 2024, au moins pour le neuf, hein, puisque ça veut dire qu'on est en production encore un peu en deçà de ce qui s'est passé en 2024, qui n'était déjà pas une très bonne année. Donc sur le plan de l'offre, effectivement, dans le neuf, c'est encore compliqué, malgré un frémissement, effectivement, des ventes début d'année. Voilà. Bon, alors justement, on va rentrer maintenant dans le détail, on va voir vos différents indicateurs. Maître Olivier Clermont, Île-de-France et puis Paris. Tout d'abord, l'Île-de-France, l'état des lieux, déjà au niveau des volumes de vente et des transactions. Alors, les volumes de vente en Île-de-France, aujourd'hui, on est à plus de 20%. C'est pas mal. On est passé on a aujourd'hui 29 000 ventes réalisées au premier trimestre. Mais je dis bien au premier trimestre. Et attention, je rappelle qu'il y a une petite augmentation au mois d'avril, au 1er avril, des droits de mutation. Je dis bien des droits de mutation, pas des frais de notaire, oui, car ce sont des impôts qui ont augmenté. Et donc, on a senti dans nos études des projets qui devaient se réaliser
au mois d'avril qui ont été accélérés pour qu'ils se réalisent avant cette augmentation. Donc, mois d'avril, beaucoup de ventes. Au mois de mars, beaucoup de ventes. Juste petite parenthèse. Droit de mutation à titre onéreux, cette augmentation, sur un bien à 300 000 euros, ça représente à peu près 1 500 euros. C'est tout à fait ça. On est bien en tête. 1 500 euros. C'est une belle petite cuisine ou quelque chose comme ça. Donc ça a accéléré en tout cas, avant la mise en place de cette augmentation, les ventes, les transactions. Donc il est certain qu'au mois de mars, tous les notaires ont beaucoup travaillé. Là, c'est une certitude. On a avancé des dossiers qui devaient se réaliser au mois d'avril. Donc, par voie de conséquence, on peut considérer que cette augmentation de volume, elle est peut-être liée à l'augmentation des droits de mutation. D'accord. Donc, plus 20% sur un an, ça c'est au niveau des volumes de vente en Ile-de-France. En Ile-de-France. Appartements et maisons. Alors, pour les appartements, on a plus de 20% d'augmentation. Un peu plus pour les maisons, parce qu'on est passé à 25% d'augmentation en Ile-de-France. Donc, ça bouge sur tous les fronts, d'accord ? Ça vraiment sur tous les fronts. On peut dire que à la fois les appartements et le volume des ventes des maisons augmentent. Premier trimestre. Oui. Un mot, bien sûr, sur les prix de l'immobilier en Ile-de-France. Alors, les prix de l'immobilier, quand il y a plus de volume, normalement, par voie de conséquence, est-ce que ça baisse, est-ce que ça stagne, est-ce que ça augmente ? Ça augmente. Attention, on est proche de la stagnation, ça augmente un tout petit peu. Donc on peut dire que les prix augmentent, oui, on peut dire aussi que ça stagne un petit peu quand même. Donc on est quoi ? La marge, en fait, c'est du plus 0,5, plus 1% à peu près sur un an. 0,5 environ, c'est pas... Donc, des transactions qui repartent en Ile-de-France, des prix légèrement à la hausse en Ile-de-France. Tout à fait. À Paris, où en est-on à Paris ? Alors à Paris, c'est un peu pareil. Le volume de vente augmente, ça c'est certain. Et les prix, alors là, les prix, ça varie un petit peu. Vous avez des arrondissements. Alors maintenant, on est passé à des prix qui sont, on va dire 9 500. Certains vont vous dire 9 530. C'est le prix médian au mètre carré de l'appartement ancien. Le prix médian. Ouais. Alors je ne parle que de l'ancien, effectivement, le neuf, à Bruno, je vous le laisse. Et puis à Paris, du neuf, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ouais. Ça, c'est les prix médians de 9 500, donc voilà, avec 10 arrondissements. Toujours le grand croissant. Oui, mais maître, c'est quand même un phénomène. C'est-à-dire que pendant 2-3 ans, les prix n'avaient cessé quand même de baisser régulièrement. Et là, c'est une première, en fait, stabilisation, voire légère reprise à la hausse des prix. Tout à fait. C'est un signe. C'est un signe. Je crois qu'on peut considérer qu'en 2024, on était au fond. D'accord, voilà. C'était le plancher. C'était le plancher, vraiment. Voilà. Donc là, on repart. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on va continuer de remonter ? Alors, on est toujours en dessous de 2023 quand même, en termes de volume. Oui. On est quand même à 10% de moins de 2023, encore aujourd'hui. Ça, c'est les volumes. Et sur les prix, les prix ont été au plus bas. Il faut dire qu'ils n'ont pas arrêté d'augmenter avant. Ils ont baissé pendant 3 ans. Il est tout à fait cohérent que ça remonte un petit peu. Je crois que le plancher a été atteint. La question, c'est est-ce qu'on rebondit de manière durable ou pas ? Alors ça, c'est je pense déjà, que on va l'évoquer aussi tout à l'heure, mais quand même, moi, je rebondis. Alors, est-ce qu'on va... je pense que ça va dépendre beaucoup des signes extérieurs. Des taux d'intérêt. Je crois que ça, aujourd'hui, les taux sont ce qu'ils sont. Ils sont pas si mal que ça, quand même. Hein. Je pense que, voilà, on est arrivé à un taux... correct, je pense, pour relancer les investissements. Les clients acquéreurs se disent maintenant, je suis sur des taux tout à fait normaux, sur des investissements long terme. Les prix sont au plus bas, on l'a vu. Alors, ils peuvent remonter un peu, frémir, mais enfin, les acheteurs qui ont des bons dossiers peuvent bien travailler les prix, quand même. Et donc, c'est pour ça qu'on a plus de personnes sur le marché. Attention, un peu plus de personnes sur le marché. Je dirais heureusement qu'on a plus de personnes au deuxième trimestre. C'est normalement le beau mois, c'est le printemps de l'immobilier. Normalement, on le dit, c'est là que les projets repartent. Avec 2 mois un peu particuliers sur le deuxième trimestre, qui sont le mois d'avril. Un peu moins de ventes parce que certaines ont été faites au mois de mars. Alors on a eu beaucoup de promesses quand même au mois d'avril. En toute objectivité, il y a eu beaucoup de promesses au mois d'avril. Par contre, un mois de mai qui est ce qu'il est en France, avec beaucoup de ponts, donc un peu déstabilisant, puisque les gens étaient un peu en vacances. À Paris, notamment, on visite un peu moins au mois de mai. On préfère partir en week-end sur 4 jours que de rester pour visiter des appartements.
Avec donc, on le redit, sur vos avant-contrats, c'est-à-dire les projections au mois de juillet, on est à Paris à 9 750 € en moyenne par mètre carré, enfin prix médian. Ça veut dire une hausse de prix sur un an de 2,7% et puis des écarts de prix qui se creusent entre les arrondissements. Puisqu'on voit notamment Porte de la Chapelle dans le 18e, qui est le quartier entre guillemets le plus abordable, on est autour de 6 500 € par mètre carré en moyenne. Et quand on va du côté quartier Saint-Germain-des-Prés, on est à 16 000 € par mètre carré. C'est-à-dire qu'au sein de la même ville, il y a quand même 10 000 € d'écart entre différents quartiers. Et ça, c'est quelque chose qui va se creuser, qui va continuer selon vous? Vous avez remarqué, c'est presque x3, presque. Oui. C'est énorme quand même. Alors effectivement, ça continue, parce que les produits sont rares. Et un produit rare, de toute façon, il partira. Il y aura toujours des gens pour qui l'argent n'est pas un problème et que le Saint-Germain, c'est Saint-Germain, ça nous fait tous rêver. On rêve tous d'avoir un appartement. Les acquéreurs étrangers, beaucoup d'Américains, beaucoup d'étrangers qui sont revenus quand même sur le marché. La progression qui avait eu lieu, Paris qui avait suivi avec tous les arrondissements, en réalité, un étranger ne va jamais aller acheter dans les arrondissements un peu plus populaires, si je peux me permettre. Ouais, donc quand on parle de fracture des territoires, là on peut dire aussi au sein de Paris même, il y a une fracture au sein des arrondissements et des quartiers. Alors des arrondissements et des quartiers, parce que même Paris-Centre a chuté en termes de prix. Ça fait partie des arrondissements qui ont chuté. Voilà. Donc on ne peut pas parler d'arrondissement, on va parler de quartier maintenant. Ouais, tout à fait. Dans un même arrondissement, vous aurez parfois des augmentations de prix et parfois une baisse de prix parce que... Et parfois, on le voit, chaque bien est unique, on voit d'une rue à l'autre, non seulement d'un quartier, mais d'une rue parfois à l'autre, des écarts de prix importants. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir les références de tous les prix des appartements quasiment. Ouais. Tout le monde peut l'avoir, c'est public, ce sont des données valeurs foncières. Exactement, TVF. qui sont communiquées par les notaires de France. Donc, autant le dire, on distribue nos données. Et malgré ça, on voit bien que dans un seul et même immeuble, les références ne sont pas les mêmes. Parce que si vous vendez un bien au rez-de-chaussée, ce n'est pas la même chose que si vous vendez l'appartement au 6e étage avec vue sur tout Paris, sur les toits de Paris, même si vous n'êtes pas dans un beau quartier. D'accord. Merci Maître, en tout cas, pour ce premier état des lieux de l'immobilier ancien à Paris en Ile-de-France. On passe au neuf. Bruno Halluin, avec vous, coprésident de la Fédération des promoteurs franciliens, promoteurs immobiliers. État des lieux. État des lieux, alors concernant la disparité des départements, parce que Paris est très spécifique, c'est pas suffisamment grand, le marché n'est pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de neuf pour vraiment qualifier les choses. Sur les deux départements aujourd'hui qui tirent et qui continuent à tirer l'Île-de-France sont la Seine-Saint-Denis et puis le 92. Ce sont les deux départements effectivement qui reprennent un peu de vitalité. C'est là où il y a le plus de ventes dans le neuf. Alors, on pense à Saint-Denis, Saint-Ouen notamment. Je ne parle que du neuf, puisque monsieur n'a parlé que de l'ancien, donc je vais rester sur le domaine du neuf. Effectivement, il y a des communes en Seine-Saint-Denis, tout ce qui est ceinture proche de Paris, qui ont connu à travers les Jeux Olympiques effectivement une requalification de l'image, parce que beaucoup d'investissements publics, clairement, les transports, les équipements sportifs, les équipements publics. On a aussi tout le village des athlètes qui maintenant est à la vente et donc qui dynamise les ventes avec des prix qui sont au pied du métro, aux portes de Paris, qui sont par rapport à Paris relativement bon marché, on va dire. C'est-à-dire de quel ordre à peu près ? Là, on va se situer autour de 6 000 €, on va dire, pour donner une fourchette. Ça peut, alors, à Saint-Denis, on peut se dire que ça peut être cher, mais là où c'est, placé où c'est, avec les infrastructures, c'est des quartiers qui vont se transformer. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, quand on investit comme ça beaucoup d'argent dans des quartiers, la transformation d'un quartier, ça prend du temps. Mais je pense que justement, dans les conseils qu'on aura tout à l'heure, il faut imaginer effectivement la revente avec une requalification des quartiers. Et là, par exemple, c'est les zones en première couronne, comme toute la zone de pleine commune. Le territoire de pleine commune est un territoire effectivement à forte valeur ajoutée à terme à travers tous les investissements publics qui ont pu être faits. Le 92, parce que le 92, il a cette image. On rejoint un monsieur qui disait c'est un peu le Saint-Germain de l'Île-de-France, on va dire, dans les départements. Après, il y a des départements qui souffrent. Le 77 a beaucoup plus souffert. Le 92
91 aussi souffre au niveau des ventes, sauf certains secteurs qui restent dynamiques. Alors, en termes de prix, nous on a une problématique sur la constitution du prix du neuf. La constitution du prix du neuf, c'est pas une offre qui rencontre une demande. Le prix du neuf, c'est fait par effet d'addition de coûts. On parle de prix technique. On parle de prix technique, effectivement, puisqu'on additionne des coûts qui sont liés au foncier, aux taxes, au coût de la construction, aux évolutions des normes et donc aux frais financiers aussi, puisqu'il y a du portage financier dans les opérations immobilières. Et tout ça a généré, en termes de coûts, une petite augmentation encore des prix de vente moyenne sur l'Île-de-France. Et là, on est autour de entre 5 500, peut-être 6 000 euros par mètre carré en moyenne dans le neuf. On est effectivement autour de 5 700 euros sur le premier trimestre en prix d'achat moyen sur le neuf, avec effectivement des disparités en fonction des secteurs. Donc, par rapport à la qualification, pour faire un état des lieux aussi, on a plus de résidences principales, puisque effectivement les investisseurs ont effectivement marqué le pas à travers la fin du Pinel, et on attend avec impatience, en tout cas avec beaucoup d'espoir, le statut du bailleur privé pour voir ce qu'on pourra avoir comme mesures qui dynamiseront la chose. Mais un retour effectivement de l'ARP à travers effectivement les taux de crédit. Résidence principale, pardon, excusez-moi, résidence principale. Donc de résidence principale avec effectivement un pouvoir d'achat qui a été de nouveau augmenté à travers effectivement la baisse des taux. Pouvoir d'achat, justement. Quelle transition. Alors, taux d'intérêt, conditions d'emprunt, Sandrine. Alors, depuis le début de l'année, c'est vrai que la situation est à nouveau très favorable pour les emprunteurs, et ça s'en ressent d'ailleurs dans les chiffres de production de crédit, puisqu'on a des taux de crédit qui se sont stabilisés, si on regarde au global, aux alentours de 3,20% sur 20 ans, 3% sur 15 ans et 3,4% sur 25 ans. Alors pourquoi cette stabilisation est positive ? Parce que tout simplement, du coup, les acheteurs arrêtent d'attendre. Et c'est vrai que quand on est dans une phase où on a des prix qui baissent, mais également des taux qui baissent, tout le monde se dit il est urgent d'attendre et de ne rien faire. Donc le fait que les taux de crédit se stabilisent, avec en outre, sous l'effet de la hausse des taux d'emprunt d'État, quelques hausses de taux isolées dans certaines banques, notamment on en a eu en février, avec des banques qui tout de suite ont fait marche arrière parce qu'elles sentent bien, elles voient très bien, des banques nationales, que dès qu'elles augmentent les taux de 0,20, on a moins de demandes. Donc on a vraiment une sensibilité, elles le sentent immédiatement, tout simplement parce qu'on a une très forte concurrence entre les banques. Elles ont toutes cette année, pour 2025, des objectifs de production de crédit supérieurs à l'année dernière. Elles veulent profiter, elles aussi, de cette reprise du marché pour capter des nouveaux emprunteurs, et elles souhaitent le faire sur le premier semestre, puisqu'évidemment c'est toujours moins risqué d'atteindre ces objectifs le plus tôt possible dans l'année. Donc on a cette vraie volonté des banques de conquête de clientèle, et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a tiré les taux vers le bas. Donc on a eu sur le début d'année des offres spéciales de banques avec des taux à moins de 3% pour des banques nationales, qui ont du coup tiré les taux des autres banques vers le bas. Et là aujourd'hui, on a vraiment cette situation de stabilisation des taux, mais avec de forts écarts selon les banques en fonction des profils. C'est-à-dire qu'on a des taux affichés qui peuvent atteindre 3,20, 3,40, mais les banques sont capables, pour capter de beaux clients, et notamment en Île-de-France. Alors les beaux clients, belle situation en couple, CDI avec un bon salaire. Voilà, couple, CDI, plus de 8 000 euros de revenus à deux. Là, on peut avoir des taux à moins de 3% sur toutes les durées, sur 20 ans et sur 25 ans. Donc il y a vraiment cette concurrence interbancaire et cette volonté de capter des jeunes actifs qu'elles vont pouvoir accompagner sur le long terme, qui permettent d'avoir des taux encore très bas, aux alentours de 3%. Mais les conditions donc d'emprunt se sont améliorées pour tous les profils quand même, ou alors, tout à fait. Essentiellement pour ceux que vous décrivez? Alors, les conditions d'emprunt se sont améliorées sur tous les profils. Donc, grâce au taux, on voit très bien qu'il y a eu un vrai gain de capacité d'emprunt. En seulement un an, on peut aujourd'hui emprunter 15 000 euros de plus qu'il y a un an. Et du coup, on est revenu sur des niveaux de capacité d'emprunt supérieurs à 2023, puisqu'on compare maintenant beaucoup à il y a 2 ans. Alors que dans le même temps, on peut quand même rappeler que les prix ont baissé de 10% en moyenne en
en Ile-de-France et que les salaires ont également augmenté de 10%. Donc finalement, sur le papier, la situation est davantage favorable pour les emprunteurs. Et en plus, au-delà des taux seulement qui permettent mécaniquement d'emprunter davantage, on a en effet une amélioration des conditions qui a été très favorable en Ile-de-France, puisque les banques demandent moins d'apports personnels que l'année dernière. L'année dernière, à cette même date, elles demandaient 20% d'apport, parce qu'on était dans un marché baissier, donc plus risqué évidemment de prêter une valeur du bien de 100%. Là, aujourd'hui, on est retourné sur des niveaux d'apport de 10%, voire moins. On arrive à prêter seulement avec 5% d'apport, donc à obtenir des prêts avec des niveaux d'apport très bas. Et ça a été favorable aux grandes villes, puisque évidemment 20% d'apport sur un bien à 400 000 euros, c'était beaucoup plus difficile à obtenir que sur un bien à 100, 150 000 euros. Donc ça a vraiment permis aussi un retour des primo-accédants, notamment en Ile-de-France et dans les grandes villes, puisque voilà, ils ont pu revenir avec moins d'apport et une capacité d'emprunt renouvelée. Pour poursuivre, quelles sont les raisons objectives de la poursuite de la baisse des taux d'intérêt? Est-ce que ça va continuer Alors, je n'en suis pas certain. Là, à date, on est sur un marché, on l'a dit, qui est ultra dynamique, avec beaucoup de transactions qui ont été faites en mars-avril. Je rappelle que la production de crédit sur le mois de mars était en augmentation de 70% par rapport à mars de l'année dernière. C'est quand même un chiffre marquant, hein, même si on compare par rapport à un plus bas. Donc, on a eu également, de la même façon qu'il y a eu beaucoup de travail chez les notaires, dans les banques, c'était la même chose, avec en plus des congés, des délais rallongés. Donc, à très court terme, là, on est parfois dans certaines banques sur des délais de traitement de 6 semaines, entre le moment où on va déposer un dossier et le moment où on va avoir un accord. Donc là, on a des banques qui augmentent leur taux de 0,10 pour réguler les flux. Mais elles sont peu nombreuses, hein, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est vraiment entre l'offre et la demande, c'est ça qui va agir sur les taux. Donc là, à ce niveau de taux-là, on a une demande qui est quand même suffisante pour les banques pour faire leurs objectifs. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons qu'elles baissent davantage leurs taux, pas en dessous de 2,50 en tout cas. Donc plutôt, vous voyez une stabilisation. Plutôt une stabilisation avec des baisses au cas par cas pour les meilleurs profils qui sont facilitées, ces baisses, enfin rendues possibles, grâce notamment aux baisses successives de taux de la BCE qu'on a eu ces derniers mois et dernières semaines. Donc ça facilite évidemment. Et tout dépendra évidemment du niveau des taux d'emprunt d'État, mais qui semble pour l'instant se stabiliser. Donc si on a des baisses, ce sera uniquement en lien avec les stratégies commerciales des banques et rendues possibles par la BCE. Donc c'est plutôt un environnement favorable. Bon, plutôt favorable. Autre environnement favorable, Bruno, c'est le prêt à taux zéro aussi pour le neuf. Prêt à taux zéro, prêt sans intérêt garanti par l'État qui permet de couvrir jusqu'à 30% pour l'acquisition d'une maison neuve et 50% pour un appartement neuf dans le collectif. Ça, c'est une bonne bouffée d'oxygène. Tout à fait. Alors effectivement, dans les conditions d'accompagnement, puisqu'effectivement le prêt à taux zéro est mis en place depuis relativement peu de temps. 1er avril. Le 1er avril, donc c'est encore récent. Il y a 14 banques nationales qui ont signé effectivement les accords pour pouvoir le distribuer. Effectivement, c'est un joli coup de pouce. Donc on rappelle le principe. Hein. Le principe, c'est que vous avez un dossier. Alors, il y a des prix plafonds en Ile-de-France pour effectivement... alors, c'est toujours un peu compliqué, mais sur le principe, le PTZ s'applique sur des dossiers quand on est qualifié en termes de revenus. Donc là, il y a des grilles de revenus en fonction du nombre de personnes dans le foyer fiscal. Vous avez par rapport à ça des prix plafonds qui servent d'assiette à la quotité, mais pour faire simple, vous pouvez financer jusqu'à 40% de certains biens avec un prêt à taux zéro, différé d'amortissement, c'est-à-dire pendant 10 ans, vous ne remboursez rien, ou 15 ans, et ensuite vous commencez à rembourser un prêt à taux zéro. Donc effectivement, c'est un très joli coup de pouce, sachant que pour le neuf spécifiquement, puisque c'est plus la partie pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, il y a la baisse des taux, et puis ensuite, il y a toutes les mesures d'accompagnement que peuvent prendre certains opérateurs pour effectivement engager à l'achat d'un bien neuf. Maître Clermont. Et oui, pardon. Petite précision quand même par rapport à l'ancien, avant qu'on passe la main à l'ancien. C'est vrai que le neuf, il a l'avantage effectivement d'avoir des taux réduits au niveau de l'imposition, au niveau de l'acquisition, puisqu'on est plutôt sur des taux entre 1,5 et 2%. Oui, pour entre guillemets les frais de notaire, c'est ça, on est à 7 ou 8% dans l'ancien et 2 à 3% dans le neuf. Je ne vais pas employer le terme frais de notaire parce que je sais que ce n'est pas que les honoraires du notaire, mais voilà, les DMTO sont réduits, mais ça fait un écart de
de 5%, ce qui n'est pas neutre sur un achat. Maître. Et je dirais que sur le neuf, alors on n'a pas vu l'application, vous savez qu'on peut transmettre à ses enfants 100 000 € tous les 15 ans. Alors, le législateur a voulu favoriser un peu tout ça en doublant la chose, notamment quand j'achète dans le neuf ou lorsqu'il y a beaucoup de travaux. Je ne sais pas si vous l'avez beaucoup senti, vous, pour l'instant. Alors, pour l'instant, cette mesure, elle est relativement encore confidentielle parce qu'effectivement, et on en profite effectivement de cette émission pour rappeler qu'effectivement, on a obtenu pour le neuf effectivement une capacité d'apport, tout moins de donation. Alors, le principe, c'est un donateur peut donner jusqu'à 100 000 € à un enfant ou à un donataire, sachant que, sans rentrer dans le détail, ça peut aller jusqu'à 300 000 € max de transfert de fonds pour un donataire sans imposition, ce qui est quand même énorme. Alors, bien entendu, on n'est pas obligé d'aller jusqu'aux 300 000. On peut donner 20, 30 000, 40 000, je veux dire, quelque part, en fonction de ses moyens. Mais ça, entre guillemets, alors, ça, c'est pour la résidence principale, voire l'investissement. Puisque vous pouvez aussi, dans le neuf, mettre en location. Ouais, donc ça veut dire que c'est quand même un sacré coup de pouce fait pour les primo-accédants, mais pas que, dans le neuf. Alors on l'a pas encore on l'a pas encore nous senti beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des grosses sommes, c'est des sommes importantes, et souvent quand on donne à un enfant, on aime bien donner à peu près la même chose à l'autre enfant. Donc ça peut fonctionner beaucoup plus facilement peut-être dans des familles où il n'y a qu'un seul enfant unique. Encore faut-il qu'il trouve son bonheur dans le neuf, ce qui est tout à fait possible, parce que c'est quand même très sympa. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas beaucoup pratiqué. Je ne vais parler que de mon expérience de notaire. J'avoue que j'en ai beaucoup parlé. J'en ai plus parlé que je n'ai fait de donations sur ce sujet, malheureusement. Juste une chose, pardon. On évoquait le prêt à taux zéro, très important. Effectivement, pour le neuf, la maison neuve, le logement collectif, l'appartement, c'est aussi valable pour l'ancien, avec de gros travaux. Ce qui permet d'évoquer quand même la rénovation énergétique. Ça bouleverse un petit peu les marchés, maître, non? Ah oui, ben ça, il est certain que le marché de l'immobilier, les petites surfaces avec les lettres E, F et G souffrent un petit peu. Ça, c'est quelque chose pour nous qui n'a pas favorisé la fluidité du marché. Assurément. Et on voit bien... Il n'y a pas eu plus de ventes, notamment de biens classés G non, alors il n'y a pas eu plus de ventes. En tous les cas, s'il y a eu des ventes, elles ont eu lieu avec des prix inférieurs. Donc ça a certainement contribué à la baisse des prix. Ça, c'est une certitude. On a eu beaucoup plus de petites ventes très très vite parce que voilà, maintenant je crois que... Donc pour vous, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas eu d'effet, en tout cas sur les transactions liées particulièrement à la classification des biens immobiliers. Alors sur le volume. Oui. Sur les prix, je pense que ça a eu un effet. Oui. La valeur verte. Voilà, c'est ça. Ça, ces revenus, c'est un vrai facteur voilà, on a vu des gens qui n'achetaient pas parce que on regarde notre carte et puis c'est un vrai sujet. Dans toutes les ventes, on en parle. Et on en parle justement, Sandrine, on peut rebondir là-dessus, puisque les banques, elles font à la fois des prêts bonifiés ou des décotes pour les biens les plus vertueux, ceux qui sont classés A, B ou C, voire d'accompagner les familles qui vont engager des travaux. Donc ça a aussi un impact. Tout à fait, ça a un vrai impact. Les banques demandent maintenant depuis plus d'un an systématiquement le DPE pour étudier le dossier de prêt, et notamment en Ile-de-France. Il faut savoir que si on a un DPE F ou G, la banque peut demander 10% d'apport supplémentaire, notamment pour anticiper une éventuelle décote du bien. Si on est un investisseur et que les travaux ne sont pas inclus dans le financement, elle ne prendra pas en compte les revenus futurs. Donc voilà, ça a un vrai impact. Mais à l'inverse, en effet, ça peut avoir un impact très positif. On a notamment une banque d'Île-de-France qui fait un prêt à taux bonifié de 30 000 € à 0% pour l'achat d'un bien A, B ou C. Et d'autres qui, à l'inverse, en cas d'achat d'un bien avec un mauvais DPE, mais si les travaux sont intégrés dans le financement, eh bien là, on peut avoir une décote sur le taux de 0,20, voire même 0,30. Donc on a des banques qui veulent inciter à la rénovation énergétique. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on prend en compte au moment de constituer les dossiers de prêt. Par exemple, on peut avoir un jeune couple qui va être un peu limite en endettement avec un achat dans l'ancien, eh bien on va pouvoir
parfois l'inciter plutôt à faire un projet dans le neuf, parce qu'avec le prêt à taux zéro, plus le booster du prêt à taux zéro, plus le prêt qui peut se cumuler pour le bon DPE, eh bien on va pouvoir arriver avec un taux moyen de 1% contre 3% dans l'ancien. Donc un vrai impact et sur la mensualité et sur l'endettement. Donc c'est vrai que ça arrive qu'on fasse basculer des projets anciens dans le neuf, ou à l'inverse, que pour des projets dans l'ancien, on intègre les travaux de rénovation, et dans ces cas on va avoir un surplus de mensualité de 50 € seulement. Donc il y a vraiment des montages, on peut faire de cette contrainte une vraie opportunité. Et c'est une vraie révolution, puisque pendant longtemps les banques en fait demandaient quelle est votre capacité de remboursement par rapport à un bien immobilier. Maintenant c'est non seulement quelle est votre capacité, mais quel type de bien vous achetez. Tout à fait. Comment est-il classé en fait? Bien sûr, parce que ça va jouer sur la liquidité du bien, sur son prix. Donc oui, et ça peut jouer aussi évidemment sur les factures énergétiques. Donc aujourd'hui, c'est un vrai critère de choix d'un bien, et c'est un vrai impact et sur le financement et sur le prix. Donc à bien étudier. Ouais. Bah, j'ai envie de dire merci pour cette précision, parce qu'effectivement le neuf entre guillemets bénéficie. Alors on a le prix du neuf, il a un certain prix, parce que dans sa composition du prix technique, effectivement, les dernières normes de développement durable et d'énergie, de réglementation thermique, tout ce qui est aussi durabilité, vie dans le temps, recyclage des matériaux utilisés, tout ça rentre dans une approche à long terme de l'immobilier, et donc c'est un élément extrêmement important quand on fait un premier achat ou un achat, de penser à la revente. Et ce que vous disiez est tout à fait juste, c'est-à-dire que nous, les immeubles qu'on produit, ils sont bien entendu classés A, donc ils sont A ou B. Ouais. Enfin, aujourd'hui, on est quand même plus sur du A, vu les réglementations que nous pouvons avoir actuellement sur les permis qui sortent, c'est clair. Et donc, c'est un véritable avantage du neuf par rapport à l'ancien, sachant que au-delà de cet aspect purement financier, mais qui est important, on a aussi, comment dirais-je, toutes les garanties liées au neuf. La garantie décennale, les biennales. J'ajouterais que dans le budget prévisionnel, dans le neuf, vous n'aurez pas de mauvaises surprises sur les 10 ou 15 prochaines années. Il n'y aura pas des nouveaux travaux, d'une toiture à refaire et tout ça. Et ça, il faut que les gens l'intègrent. C'est un peu pour ça que l'immobilier neuf est plus cher, parce qu'on a des normes, on a des choses à respecter, mais c'est un petit investissement. C'est-à-dire qu'on est carrément assuré que dans les 10 prochaines années, notre budget, on le connaît à peu près. C'est un pari sur l'avenir, en tout cas. Et il y a un autre élément, c'est pendant la vie, entre guillemets, ou l'usage de cet appartement ou de cette maison, vous avez quand même aussi une garantie sur la consommation énergétique. Puisque là, dans les frais, entre guillemets, courants, ce qui fait la vie, l'eau, tout le moins pas l'eau, mais encore que l'eau, même, puisque maintenant on a des systèmes pour que l'eau, on utilise moins d'eau tout en ayant le sentiment d'avoir utilisé l'eau pleinement, vous avez aussi tout ce qui est consommation énergétique, et là, vous avez des DPE qui n'ont rien à voir entre le neuf, et donc vous pouvez diminuer votre facture par 3, 4, 5, suivant les produits que vous achetez, voire plus, puisque aujourd'hui, on doit être à 250 kW par mètre carré de consommation d'énergie primaire dans l'ancien, en moyenne, et je ne parle pas des passoires énergétiques à plus de 400, et dans le neuf, vous êtes à 50 kW par mètre carré. Donc ça fait vraiment... Donc, si on prend toutes les composantes, alors moi je suis un pro du neuf, donc je suis désolé, je suis obligé d'évoquer ce sujet-là, le neuf a beaucoup d'avantages. Il a un inconvénient, c'est que c'est effectivement son prix de production est relativement onéreux, puisque par définition il tient compte de tous ces paramètres. Mais là en ce moment les promoteurs font justement à la fois des offres, des promotions, essaient de baisser un petit peu le prix. Les projets qui sont aujourd'hui sur le marché sont des projets qui ont été requalifiés financièrement par rapport à ce qu'on avait pu imaginer en 2023, quand on a subi effectivement cette crise des taux qui a complètement arrêté les opérations immobilières. Aujourd'hui, les biens qui arrivent sur le marché sont normalement requalifiés pour rencontrer un marché. Après, il y a une limite à cela. C'est pour ça que le prix moyen aujourd'hui, il augmente très légèrement, mais si on tient compte de l'inflation en euros courants, on pourrait dire que le prix a légèrement baissé dans le neuf, malgré les évolutions réglementaires. Donc j'ai envie de dire, franchement, la profession vraiment joue le jeu d'essayer de travailler au plus juste, sachant qu'il faut être clair, on vit une crise dans les professions de l'immobilier où on a eu des volumes qui ont été divisés par 2, voire plus. Donc, je crois on est toujours dans le sevrage des taux d'intérêt, où on a été habitué à avoir des taux d'intérêt qui baissaient à 1%, et que
ça n'arrivera plus. Il faut dire à tout le monde qu'a priori, ça n'arrivera plus et il faut s'habituer à ça. Mais le neuf a réellement cet intérêt, moi je le pense, de dire je connais mon investissement, j'aurai pas de mauvaises surprises sur les prochaines années et mes dépenses, elles sont lissées. Je connais mon coût, je sais combien ça me coûte et après, je suis assez tranquille sur les prochaines années. Et la revente sera certainement plus facile. Mais alors justement, on l'évoquait, des bonnes nouvelles concernant les primo-accédants avec le prêt à taux zéro. Pour les investisseurs, la fin du dispositif d'investissement locatif Pinel, on se dit comment se projeter. Pour ceux qui ont confiance dans l'immobilier, qui sont à la fois des secondo-accédants, mais aussi ceux qui veulent investir, on parle de mettre en place un statut du bailleur privé. Qu'est-ce que vous en pensez tous les trois? Est-ce que l'idée déjà est séduisante et bonne, maître? Alors cette idée, je peux dire que les notaires en ont parlé, en ont fait un thème de congrès, notamment depuis plusieurs années. Donc on en parle, on en reparle et on en reparlera encore. Reconnaître l'investisseur privé comme un acteur économique à part entière qui permet, parce qu'il met aussi de l'argent dans un bien immobilier, de loger des familles, de loger des étudiants, c'est presque un acte citoyen. Alors, je pense que c'est un acte citoyen et on ne peut pas tout laisser au public, puisque de toute façon, ça sera supporté par le public et ça va coûter encore plus d'argent lorsque c'est du public. Donc laisser les investisseurs leur reconnaître des droits, leur permettre d'investir, parce qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus compliqué. Investir dans l'immobilier devient plus compliqué, notamment parce que les taux augmentent, mais ce statut qui soit uniforme, qui permette, parce qu'on a quand même un millefeuille de l'investisseur en France. Et puis ça change. Alors ça ne changeait pas pendant quelques temps, mais là ça va changer de plus en plus souvent. Donc on voit bien qu'on investit quelque chose et puis on peut changer les règles de manière rétroactive. C'est la France, c'est comme ça. Mais il faut vraiment qu'on donne un statut à la personne qui veut investir et qu'on ait à peu près tous les mêmes règles. Parce que sinon, ça fait un effet de niche et on va dans des domaines et après on doit rétrograder et ça fait beaucoup de frustration. Donc le notariat est pour, on a déjà parlé et continuera d'en parler, soutenir. Sandrine. Alors c'est certain, évidemment, qu'il faut soutenir les investisseurs privés. Beaucoup de ceux qui vont regarder l'émission cherchent sûrement des logements pour leurs étudiants. Il n'y a pas assez de logements à louer. On est sur des marchés locatifs qui sont ultra tendus. Les agences immobilières n'arrivent même pas à suivre, ne répondent pas au coup de fil. Enfin, voilà, il faut que les gens puissent se loger. Donc, évidemment, il faut être incité pour cela. La bonne nouvelle, c'est que les investisseurs sont également de retour, notamment parce que dans un contexte de volatilité boursière, les crypto-monnaies, etc., là, on voit revenir, nous, ce qu'on appelle des primo-investisseurs. Ce sont des jeunes investisseurs qui ont 40 000, 50 000 euros de côté et qui veulent acheter. Donc, c'est beaucoup de petites surfaces. Donc, ça crée aussi des tensions sur ces petites surfaces. Mais voilà, donc, ou sinon, des gens qui restent locataires à Paris parce qu'ils ne peuvent pas acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, mais qui veulent quand même acheter pour profiter de ces taux à 3%. Et qui vont acheter un bien en province, enfin investir en tout cas dans un bien en province. Ou même à Paris, mais pas la surface, pas une surface suffisante dans laquelle vivre. Donc, il y a quand même ce retour des investisseurs, mais ce sont des investisseurs isolés. On ne peut pas compter sur eux pour réaugmenter le parc locatif. Donc, il faut vraiment ce statut de bailleur privé. Mais la bonne nouvelle, c'est que les banques, déjà, ont fait beaucoup d'efforts par rapport à l'année dernière. Là aussi, elles sont beaucoup moins exigeantes pour les investisseurs, avec des taux plus avantageux, beaucoup plus flexibles sur l'apport. Et surtout, elles vont de plus en plus au maximum de leur marge de flexibilité, c'est-à-dire elles accordent une part de leur production de crédit hors critères du Haut Conseil, c'est-à-dire qu'avec un endettement de plus de 35%. Donc voilà, c'est plus flexible aussi pour les investisseurs qui étaient beaucoup bloqués par cette marge. Bruno, justement, les investisseurs, ils sont partis avec le dispositif Pinel depuis le 31 décembre dernier. Alors, on évoque ce statut du bailleur privé. Alors, on partage complètement l'avis des gens autour de la table. Je pense que c'est un élément essentiel. C'est un acte citoyen, ni plus ni moins. Effectivement, c'est un enjeu sociétal. Il faut savoir que les bailleurs privés représentent, je crois, c'est 30 ou 40% effectivement des biens qui sont mis en location. Donc, il y a un vrai rôle du bailleur privé. Effectivement, comme vous le disiez, en France, on a
cette fâcheuse tendance à changer les règles du jeu. Là, effectivement, on milite tous. La profession en général a pris conscience de l'immobilier au sens large. Ça va du notaire au promoteur. Tout le monde a conscience, effectivement, de ce rôle essentiel du bailleur privé, et donc de lui conférer un statut. Ça veut dire un amortissement du bien ou comment? Après, techniquement... Alors techniquement, d'abord, il y a une prise de conscience de nos politiques qui voient bien la crise dans laquelle nous sommes, avec toutes les implications au niveau des finances publiques à travers les droits de mutation à titre onéreux. On voit bien que les départements, les collectivités locales ont subi effectivement une réfaction des sources de financement, et du coup ça a des impacts sur les collectivités locales au niveau des équipements publics, des routes, etc. Donc c'est vraiment, il y a tout un écosystème monté autour de l'immobilier à travers des taxes. Donc ça, on le dit jamais assez, mais il y a un vrai écosystème indépendamment du coût économique, puisqu'il y a beaucoup de petites entreprises qui travaillent pour. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, l'idée, ça serait de conférer un statut à travers... donc on a une ministre qui est très à l'écoute et qui est très au fait, Valérie Létard, et donc je sais qu'ils sont en pleine réflexion, ils auditionnent beaucoup de gens, toute la profession est auditionnée par des commissions, et donc le système effectivement pourrait être basé sur un système d'amortissement qui permet effectivement d'avoir dans ce rôle-là pour l'investisseur un avantage à faire, sachant que faut jamais oublier que l'immobilier peut être comparé à d'autres biens d'investissement, donc il faut qu'il y ait un rendement minimum de cet investissement, sachant qu'il y a beaucoup de contraintes qui pèsent sur le bailleur, et donc il faut pouvoir contrebalancer ces contraintes par effectivement un intérêt financier. Donc un statut, amortissement, déplafonnement entre guillemets du déficit foncier sur les revenus globaux, et ensuite la question sur l'imposition à la sortie est une question ouverte. Il y a aussi l'impôt sur la fortune immobilière, on pourra en parler, alors tout le monde n'est pas concerné, mais néanmoins si on... Bon, il y a tout un tas de mesures techniques. Changer le regard aussi, parce que le regard, vous avez l'investisseur n'est pas forcément un anti qui va... C'est aussi de changer le regard sur l'investisseur immobilier. On avait fait le profil type de l'investisseur immobilier en Ile-de-France, c'est un couple de deux actifs, 2 enfants, des revenus autour de 70-80 000 euros, et qui investissent dans un bien du type 250 000 euros. Donc c'est pas des nantis, c'est des gens effectivement qui gagnent leur vie correctement et qui ont un rôle, comme vous le disiez fort justement, un rôle citoyen en investissement dans l'immobilier. Est-ce qu'il n'y a pas eu, maître, justement, j'en profite vraiment, une bascule vers un autre type d'investissement, et puisqu'on parle de Paris et de l'Île-de-France, sur tout ce qui est lié à Airbnb, parce que pas d'encadrement de loyer, parce que pas d'obligation aussi sur la rénovation énergétique. On voit qu'après les États-Unis, en fait, la France, et notamment Paris, a explosé littéralement dans ces meublés touristiques Airbnb. Oui, tout à fait. Mais on a vu des clients qui n'investissaient que dans le Airbnb pour augmenter la rentabilité du bien. Alors, je voudrais revenir au... Bien sûr. Le fondamental de l'immobilier, quand même, c'est que c'est le seul secteur où on vous prête pour investir. Donc, ça, au début, on part de zéro, et j'ai quelques clients qui sont partis de zéro, mais surtout, j'en vois aussi quelques-uns qui n'avaient rien il y a 30 ans, et qui grâce à l'immobilier, grâce à leur effort, je dis bien leur effort, parce que c'est pas toujours facile de gérer de l'immobilier. Il y a du stress, il y a des choses comme ça, et voilà. On peut s'enrichir et à la fin transmettre ou même vendre pour mieux vivre et pour assurer ses vieux jours. Et ça joue beaucoup. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et plus vous le faites tôt, je dis ça aux jeunes générations, mieux ce sera, parce que plus vite vous serez sorti de l'emprunt, et plus vite, voilà. Après, quand on a eu cet immobilier, en sortir, ça fait du bien aussi, parce que ça sert à rien d'avoir 10 appartements ou d'en avoir 2 ou 3. Il y a un moment, il faut sortir, peut-être transmettre, et ça va peut-être donner, ça va vous permettre de donner peut-être à vos enfants, quand ils auront 30 ans, quelque chose que vous avez acheté 20 ans avant, et ça leur donnera ça leur mettra le pied à l'étrier pour acheter à leur tour quelque chose et leur résidence principale. Ça, je reviens là-dessus. Après, les différents modes de location, effectivement, n'ont pas aidé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à cause des mesures fiscales, beaucoup de clients sont allés sur le Airbnb. On voit bien qu'il y a eu un retour, parce qu'au final, c'était plus rentable. On pouvait mettre les gens beaucoup plus facilement dehors, dans la location meublée aussi. Et pas d'encadrement de loyer. Pas d'encadrement des loyers. Et les revenus fonciers, eux, ont été, c'est ce qui est le plus lourdement fiscalisé en France. Pourquoi quelqu'un qui va mettre à disposition un appartement sur une période de 3, 6, 9 ou 12 ans doit être plus fiscalisé
que quelqu'un qui le met en location, qui le met à disposition d'un touriste qui va venir 4 jours ou 5 jours. Je pense qu'il y a des petites choses à faire. Je pense que tout le monde y réfléchit. Je crois qu'on réfléchit beaucoup, qu'on fait voilà. Bon, comme maintenant, je pense qu'on va peut-être passer à l'action pour permettre au privé d'avoir quelque chose de serein, oui, de la visibilité, de la visibilité, et permettre à votre locataire de dire je peux rester un peu plus longtemps, je peux bouger facilement. Sandrine, sur cet aspect. Je suis complètement d'accord avec vous et sur la nécessité d'agir vite pour résoudre cette crise du logement. Parce que même si on dit que il est plus facile d'acheter, et il ne faut pas oublier qu'on parle quand même de Paris et d'Île-de-France, même si on parle du retour des primo-accédants, beaucoup ne peuvent pas acheter et l'âge moyen du premier achat recule. On est aujourd'hui à peu près à 36 ans, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on travaille quand on a 36 ans, donc beaucoup en Île-de-France restent locataires. Et il faut arrêter de dire que les gens changent de région, on voit bien que ce n'est finalement pas le cas, que l'effet post-Covid n'a pas duré, que certains même Parisiens qui avaient quitté reviennent. Donc eux aussi, il faut bien qu'ils se logent. Donc même si on a le sentiment que le marché immobilier va mieux, que les primo-accédants sont de retour, beaucoup restent locataires une phase de leur vie. Donc il faut absolument pouvoir dégripper ce marché locatif en Île-de-France. Et évidemment, la solution de l'incitation fiscale, on l'a bien vu, reste quand même la meilleure. Et Bruno, on parle beaucoup aussi, on peut investir dans le neuf, notamment dans le LLI, le logement locatif intermédiaire. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est concrètement le LLI ? Juste un petit mot encore sur le statut du bailleur, parce qu'effectivement, je crois qu'on a besoin de pérennité, de stabilité dans les règles du jeu. Et on souffre beaucoup de ce changement permanent de règles du jeu. Et ça, c'est déterminant dans le système pour donner confiance. Alors, depuis maintenant quasiment un an, puisque finalement c'était passé un petit peu sous couvert, il y a la possibilité pour un particulier d'investir dans du logement locatif intermédiaire, donc avec des loyers encadrés et des revenus encadrés pour le preneur, donc pour le locataire, de bénéficier d'un dispositif qui est le suivant. Vous achetez un logement neuf à travers une société, donc une SCI, Société civile immobilière, Société civile immobilière à transparence fiscale qui permet effectivement de venir sur vos revenus globaux. Vous constituez une SCI, donc une société civile immobilière, vous achetez un appartement, vous bénéficiez d'une TVA à 10% et non pas d'une TVA à 20% comme on a pu le voir comme on peut le voir dans le neuf, et d'un crédit d'impôt pour la taxe foncière. Donc c'est quand même pas neutre dans un calcul. Donc, alors, sachant qu'il y a une sensibilité au prix pour calculer la rentabilité et également au niveau de loyer, avec des zones qui sont les zones A bis, A, donc c'est dans les zones dites tendues. Voilà. Donc c'est quand même, en termes vous avez d'emblée un avantage qui est lié à une baisse de la TVA, donc ça c'est mécanique. Et ensuite, pour la rentabilité du bien, une taxe foncière qui est prise à travers un crédit d'impôt. On parle aussi de BRS, le bail réel solidaire, on parle aussi de nue propriété, il y a aussi d'autres formes aussi d'investissement immobilier. Alors effectivement, vous pouvez avoir du démembrement de la propriété. Alors là, ça s'adresse à une clientèle un petit peu plus fortunée, on va dire, puisque alors vous pouvez cumuler les éléments, hein. Vous pouvez effectivement rentrer dans un cadre où vous faites de la SCI en LLI avec du démembrement en nue propriété. D'accord. Ouais. Et là, vous adossez ça, généralement, c'est avec des assurances vie ou des placements financiers qui vous permet effectivement pendant un temps, alors ça rentre pas, je crois, dans l'IFI en plus, hein, c'est des mécanismes qui sont un peu complexes, mais là, j'ai envie de dire, on s'adresse à une population très ciblée de gens qui ont plus aisé, on va dire. D'accord. Les conseils pratiques, tous les trois, je sais que vous avez énormément travaillé sur le sujet. Sandrine, pour emprunter. Le conseil, donc on a dit que les taux s'étaient stabilisés, mais avec de forts écarts selon les banques. Donc pour ceux qui ont un projet immobilier en Île-de-France, il faut vraiment aller voir plusieurs banques, les mettre en concurrence. On a des banques en Île-de-France qui prêtent pour les jeunes actifs à potentiel sur des durées jusqu'à 30 ans.
à des taux aux alentours de 3,10. Donc ça peut être avantageux, ça peut permettre d'accéder aux biens dans lesquels on peut vivre avec une surface suffisante. Donc il y a voilà, en fonction des banques, on va avoir des banques qui favorisent le DPE, on va avoir d'autres banques qui ont des prêts pour les jeunes, on va avoir d'autres banques qui vont jusqu'à 30 ans, d'autres banques qui sont plus pro-investisseurs, d'autres qui, pour les jeunes actifs de moins de 35 ans, font les mêmes taux que pour les clients patrimoniaux. Donc il y a vraiment des typologies de clients en fonction des banques qui diffèrent beaucoup. Donc le premier conseil, c'est vraiment d'aller voir plusieurs banques ou évidemment un courtier qui fera ce travail pour vous, surtout à un moment où les délais de traitement sont rallongés. Ça peut être un très bon conseil d'aller voir aussi un courtier, puisqu'on va avoir des écarts de taux jusqu'à 0,5, 0,60 pour un même profil. Et ensuite, en fonction de son projet neuf ou ancien, de bien regarder tous les prêts à taux bonifiés qu'il y a. Et puis, évidemment, soigner vraiment son dossier pour ceux qui ont un projet. Attention aux découvertes bancaires. On peut penser que parfois, quand on a des hauts revenus, c'est pas grave d'être un peu à découvert, mais si au contraire, ça montre une mauvaise gestion financière, ça peut être très préjudiciable. Attention aux dépenses aussi inconsidérées, tout ce qui est jeux en ligne, paris sportifs, on a commencé sur le sport, attention aussi aux paris sportifs, ça peut être très mal vu. Donc voilà, même si les banques sont plus flexibles, elles vont rechercher vraiment des comportements bancaires sains. Donc voilà, il faut savoir que la banque demandera les 3 derniers relevés de compte, donc attention pendant 3 mois. Et l'assurance emprunteur aussi, peut-être aussi. Bien sûr, ça peut être aussi un très bon conseil, là aussi, de mettre en concurrence les différentes solutions, soit on passe par sa banque. Maintenant, si on a moins de 40 ans, les banques font aussi des solutions d'assurance emprunteur déléguées internes qui peuvent être avantageuses. Mais sinon, voilà, bien mettre en concurrence. Mais si on ne peut pas avoir tout de suite une bonne offre bancaire pour l'assurance, on pourra changer n'importe quand. Donc voilà, là, je dirais que c'est moins un sujet. Maître, merci beaucoup Sandrine. Maître, les conseils pratiques quand on souhaite acheter, alors je n'ai qu'un conseil, anticiper. Anticiper comment je dirais déjà anticiper sur ce que le quartier. Si vous trouvez un bien qui peut vous intéresser, allez chercher des informations sur les prix moyens dans le quartier, sur l'immeuble, on l'a dit tout à l'heure, une base de données vous permet d'avoir l'immeuble. Donc anticipez aussi, dites-vous que ce que vous achetez aujourd'hui, vous le revendrez. Donc les diagnostics sont importants puisque dans 10 ans, on vous demandera, on est beaucoup plus de choses qu'on en demande aujourd'hui, d'accord ? Et ça, c'est important d'anticiper. Et puis anticiper en allant voir son notaire le plus en amont possible, puisque si vous n'allez voir le notaire que quand vous avez trouvé le bien uniquement, c'est un peu dommage, il va le faire, c'est un peu plus rapidement. Alors que si vous lui dites bonjour, si vous avez un notaire, vous dites bonjour maître, je cherche un bien dans ce quartier, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il pourra vous conseiller peut-être un peu là-dessus. Donc, anticipation. Très bien, avant de voir justement le neuf, donc bien préparer déjà en amont son budget. Pas de précipitation, visiter à plusieurs reprises, c'est quand même très important. Comparer les prix, si le bien est mis en vente depuis plus de 3 mois et que ça n'a pas bougé, notamment au niveau d'une annonce, c'est qu'il n'est pas au bon prix. Exactement. Donc on peut négocier, ne pas hésiter à négocier si le bien présente des défauts. En étage élevé sans ascenseur, sombre, éloigné des transports, bien prendre en compte le DPE, afin d'anticiper d'éventuels travaux, tenir compte des charges de copropriété, très important, et puis se faire accompagner, notamment quand c'est une maison, et si on ne s'y connaît pas très bien, il est toujours intéressant d'avoir un ami, l'environnement, idéalement, ou architecte, ou un artisan qui peut aider. L'environnement, le cadre de vie est bien sûr fondamental. Sur le neuf, Bruno. Sur le neuf, moi j'ai envie de dire... Vous avez évoqué tout à l'heure le fait d'acheter jeune. Je pense que c'est un des conseils. Je pense qu'il faut pas hésiter à investir dans l'immobilier. Il y a beaucoup d'amortisseurs. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour dans le contexte géopolitique, dans le contexte économique, mais il y a beaucoup d'amortisseurs en France qui permettent, même si on en a un incident professionnel, d'amortir la chose. Mon conseil, moi, c'est le site, bien entendu, la proximité des transports. Le neuf a beaucoup d'avantages par rapport à l'ancien, on les a évoqués, des garanties, les décennales, les biennales. Vous avez des charges de copropriété qui sont moins onéreuses, peu de risques de travaux puisque vous êtes sur un bien neuf. Il faut savoir qu'on revend en moyenne tous les 7-8 ans, donc ne pas hésiter aussi à prendre peut-être des sites avec un devenir. On évoquait tout à l'heure certaines zones, quand on a des opérations au pied des transports, on a beaucoup investi dans les transports en Ile-de-France, ne pas hésiter à aller sur des sites qui vont
se bonifier avec le temps, et quand on a un objectif de revente à moyen terme, c'est quand même pas idiot de se dire qu'on peut réaliser une plus-value en pariant sur un environnement qui va évoluer. Donc ne pas hésiter. Alors bien entendu, les lignes de transport sont essentielles. Après, par rapport à ça, bon, les conseils sur la finance, vous les avez donnés. Moi, j'ai envie de dire le neuf a, voilà, en plus des frais réduits, ce qui est quand même des frais de mutation qui sont réduits. Donc il y a beaucoup d'intérêt. Une fois de plus, l'immobilier est une question de confiance, de qualité de cycle. Le site, c'est quand même primordial. Hein. Oui, on l'évoquait, effectivement, 30% plus cher que dans l'ancien. Effectivement, le neuf au départ, mais sur le long terme, c'est vraiment un pari sur l'avenir. Les normes environnementales, la performance verte, pas de travaux ni de charges de copropriété pendant quelques années, c'est important. Comme dans l'ancien, l'emplacement déterminant, vous le disiez, hein, Bruno, proche des transports, des commerces, des services. Regardez à la loupe les secteurs qui vont prendre de la valeur, justement. On parle aussi beaucoup du Grand Paris Express. Investir dans l'immobilier, vous l'évoquiez, c'est le pari de la confiance, c'est le pari de l'avenir. C'est peut-être un excellent placement pour soi, pour sa famille, pour la retraite. En conclusion, tous les trois, optimistes pour ce second semestre 2025, Sandrine ? Pour reprendre l'analogie sportive, voilà, je dirais qu'on est sur un marathon, donc voilà, il faut continuer à poursuivre les efforts, et je pense que l'ensemble de la profession est mobilisée. Donc voilà, on espère qu'il n'y aura pas de facteur exogène qui viendra casser cette dynamique. Mais en tout cas, voilà, une année qui semble être le bon moment pour acheter, quel que soit son statut. Le bon moment dans le neuf, un mot, en un mot ? Le pire n'est jamais sûr, au contraire, il faut croire. Moi, en l'avenir, on est là pour encourager à faire. Hein. Très bien, maître. Une ascension, et on espère qu'il va durer, mais on est sur le fil du rasoir et on attend un petit peu nos prochaines mesures. Eh bien, merci à tous les trois. Merci pour vos éclairages. Merci pour votre participation à ce Figaro Immo grand format dédié à l'immobilier à Paris en Île-de-France. À très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.